Bonsoir. Mardi 21 juin, c'est la fête de la musique et comme vous l'avez remarqué, le Live Talk n'a pas voulu rester en marge de cette célébration. L'ensemble vocal de l'INSAC nous accompagne. Et toujours pour parler de la fête de la musique, notre invité, l'invité du talk est Dr Félix Alantaï. Avec lui, nous évoquerons les défis et solutions de la musique ivoirienne. L'actualité, malheureusement et encore, c'est la pluie qui a fait des dégâts dans la ville d'Abidjan. Nous reviendrons sur le bilan de cette triste journée et les mesures préventives en cette saison des pluies avec le colonel Marussieo, il est directeur des opérations de secours à l'Office national de la protection civile ONPC. Débat constructif, l'analyse de vos différents sujets, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oui, on est très heureux d'être en votre compagnie. Vous l'aurez noté, le match de l'Africa Sport a été encore reporté. Bon, après la raison, on la connaît et justement on aura l'occasion d'en parler et on parlera du match en fin d'émission, c'est sûr, avec Élisée. Bonsoir, comment allez-vous Élisée? Bonsoir Brice, je vais bien. C'est vrai, un peu sous le choc avec tout ce qu'on a entendu depuis le démarrage de cette folle pluie, je dirais, durant cette nuit. Tout ce qu'on a appris comme décès, on est un peu choqués, mais bon, on pense que c'est aussi ça la vie. Très bien. Madame Bleu, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, oui, je vais bien. Malheureusement, comme tu le dis, il y a eu des pertes en vie humaine et énormément de dégâts. Courage à toutes les familles des victimes et aux familles sinistrées également. Bonsoir Franck, vous allez bien? Bonsoir Brice. Comme les autres, il faut dire toutes les condoléances et courage à toutes les familles qui sont éplorées ce jour. Très bien, en tout cas vous l'avez dit, et au nom de toute la chaîne donc, de Live TV, nous souhaitons donc, vous l'avez dit, toutes nos condoléances aux familles éplorées et puis pour notre établissement aux blessés. Bonsoir mon colonel.
J'imagine que vous avez trouvé juste un peu de temps pour être présent sur cette émission, parce qu'il y a aussi un devoir, celui d'informer la population, celui de partager donc ces informations. On l'a dit, hein, des inondations donc, ont été enregistrées ce mardi 21 juillet dans la capitale économique, avec malheureusement ce qu'on déplore donc des pertes en vie humaine. Le bilan malheureusement était de 4, on est passé à 5, Madame Bleu. Oui, je crois, hein, le bilan provisoire, on est passé de 4 à 5. Oui, oui, 4 à 6. Ok, 4 à 6 décès. Alors, déjà, mon colonel, justement, s'apprête à vous poser la question donc, à propos de ce bilan. L'état des lieux en ce moment. D'accord. Qu'il me soit permis, avant toute chose, de vous remercier pour cette lucane que vous nous offrez. Et je voudrais également vous dire merci au nom du directeur général de l'Office national de la protection civile, au nom duquel je suis présent sur ce plateau. Merci beaucoup. Également rappeler la mission générale de l'Office national de la protection civile qui est chargée de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de défense civile. Et en clair, elle est chargée de coordonner l'ensemble des actions de secours avec l'appui des différents partenaires des ministères concernés et également les collectivités territoriales. Très bien. En ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, oui, il est à déplorer de nombreuses montées d'eau avec des dégâts. Malheureusement, nous notons des décès, comme on le précisait tantôt. Et c'est un peu plus de 97 personnes qui ont été mises en sécurité par les unités d'intervention. Le décès 97 personnes mises en sécurité. Quand vous dites 97 personnes mises en sécurité, mon colonel, qu'est-ce qu'on retient quand vous dites mise en sécurité? Mise en sécurité, c'est les personnes qui ont dû être sorties d'un environnement potentiellement dangereux pour ces personnes-là, pour les mettre dans des lieux de refuge, afin qu'elles soient protégées contre les effets néfastes des pluies que nous avons connues. On le sait hein, que les prévisions météorologiques donc, cette année annoncent de fortes précipitations. Donc, est-ce qu'en termes de disposition, qu'est-ce qui est prévu en termes de disposition? On avait reçu le ministre Bouaké Fofana qui venait annoncer donc, le lancement hein, de la campagne on va dire, de déguerpissement des personnes qui vivent dans les zones à risque, donc des zones qui peuvent être sujettes à inondation pendant cette période des pluies. Finalement, on se retrouve dans cette situation où on a eu des pertes en vie humaine et énormément de dégâts. Est-ce que le dispositif mis en place pourra aider ces populations à pouvoir se protéger? Très bien. Concernant le dispositif, l'action commence bien avant cette période que nous connaissons, qui est la période de pic en ce qui concerne les pluies. Elle se décline en 3 grandes phases, avant, pendant et après. Dans la phase de préparation, il s'est agi de rencontrer l'ensemble des différents partenaires, puisqu'il s'agit d'une lutte interministérielle. C'est un comité interministériel de lutte contre les effets néfastes des pluies qui est mis en place. Et pendant cette période, les zones à risque sont identifiées, recensées, mises à jour et communiquées suffisamment à l'ensemble des services techniques, je voudrais les remercier ici, des communes, des mairies, qui sont chargés du contact au plus près avec les populations. Ensuite, pendant la période de pic, puisque nous sommes dans le mois de juin qui est la période de pic, il s'agit de contact direct avec les populations. Il s'agit de sensibilisation beaucoup plus renforcée, ce qui explique notre présence sur ce plateau malgré l'actualité que vous venez de décrire. Et aussi d'accompagner l'action des différents ministères, notamment celui du ministère de l'hydraulique, de l'assainissement, que nous avons évoqué, que vous avez évoqué il y a quelques minutes, pour permettre à l'ensemble des populations de comprendre que l'action qui est menée, les sensibilisations qui sont menées et l'ensemble du dispositif visent une seule chose, la protection de leur vie. Mon colonel, on parle de zones à risque, donc on visait les habitations qui sont situées dans ces zones, mais on se rend compte que ce ne sont pas uniquement les habitations qui sont concernées, mais c'est également les infrastructures routières, des personnes qui sortent tôt le matin pour aller au travail et qui se retrouvent finalement piégées dans les eaux, impossible de sortir de leur véhicule.
Comment ça se fait? Très bien. En fait, le système est fortement connexe. Les habitations communiquent avec l'ensemble de l'environnement. Et quand certaines actions sont menées sur le passage des eaux, par exemple la construction sur des ouvrages de drainage, l'obstruction d'ouvrages de drainage, le trop-plein d'eau se déverse là où il peut. En fait, l'eau exploite tout environnement qui s'ouvre à lui. C'est ce qui explique qu'au lieu que les ouvrages prévus pour le drainage des eaux exécutent correctement leur mission, ceux-ci ayant été bloqués par soit l'incivisme, la mauvaise exploitation de ces ouvrages, l'eau se retrouve sur les axes routiers, se retrouve dans des zones où elle n'est pas censée être. Cette eau. Très bien. On reviendra aux solutions tout à l'heure. Franck, vous avez une question? Non, moi je voulais juste demander si le dispositif mis en place est débordé, semble être débordé maintenant. Est-ce que vous avez l'impression que le dispositif il est en train de craquer? Parce que tout à l'heure, dans votre intervention, la dernière intervention, vous dites que vous parlez donc des habitations qui peuvent constituer des freins ou bien des blocages pour l'eau. Mais on a l'exemple de l'éboulement au niveau de la cathédrale. Et là-bas, qu'est-ce qui s'est passé, par exemple? L'éboulement de terrain. Très bien. Le dispositif prévu est dessiné, est mis en place en fonction de l'environnement qu'il doit desservir. Il s'agit ici d'études qui ont été menées pour permettre le drainage normal des eaux qui pourraient être enregistrées dans notre environnement. Malheureusement, dans l'exploitation de ces ouvrages, on se heurte à des comportements qui empêchent ces ouvrages-là de jouer le rôle qui leur est dévolu. Prenons l'exemple d'une grande ville où on va dire 2, 3, 4 millions de personnes. Et certains gestes anodins, jeter un petit sachet par-ci, jeter tel autre sachet par-là, multiplié par 2 ou 3 millions de personnes, vous voyez que les ouvrages de drainage se trouvent bloqués, obstrués. Et donc, une fois qu'ils sont obstrués, l'eau se répand à l'extérieur de ces ouvrages-là. Le dispositif prévu est suffisamment exploité, est suffisamment outillé, Oui. est suffisamment étudié pour permettre le drainage des eaux. Alors, mon colonel, quand on vient de dire ça, parce que malheureusement, vous n'êtes pas là précisément pour qu'on évoque les causes de ce qui arrive, parce qu'une chose est sûre, personne n'a prévu cette pluviométrie, même si ça avait été annoncé, la pluviométrie, elle est importante, c'est un phénomène atmosphérique, c'est un phénomène naturel. Mais aujourd'hui, ce que les Ivoiriens ont envie de savoir, c'est est-ce qu'aujourd'hui, nous avons un dispositif au niveau de l'ONPC de protection pour que lorsque ces situations se présentent, on ait la réaction qu'il faut pour nous éviter ces situations. Et puis pour ajouter à ta question, parlons de faits concrets. Comment vous avez déployé votre dispositif lors de cette journée entre la nuit du lundi au mardi? Très bien. Dispositif de protection pour permettre aux populations d'être en sécurité. Oui, le dispositif existe et la stratégie a été définie depuis longtemps. En plus des phases de préparation, en plus des phases d'action directe, il y a les phases d'intervention quand malheureusement le risque pour lequel les populations ont été préparées ou bien prévenues se réalise. Donc là, il s'agit d'interventions comme on en a vu beaucoup aujourd'hui. Concernant cette journée, comment ce dispositif a été exécuté au cours de cette journée pour aider, sauver les populations? On voit des images, par exemple, des maisons qui sont complètement inondées. Comment, grâce à votre dispositif, vous avez pu secourir ces personnes? Très bien. Tout au long de cette journée. Deux actions principales. Il y a eu la mise en alerte des unités d'intervention et l'intervention de ces unités-là dans les différents sites où des appels à secours ont été lancés. Ok, moi je voudrais juste demander aux
Aujourd'hui, par exemple, on enregistre le bilan, comme le disait le colonel, six décès. tués. Est-ce qu'on peut avoir la nature des circonstances qui ont prévalu à ces décès-là, ou du moins qui ont précédé ces décès? Et puis éventuellement, pour les populations qui, elles, aujourd'hui encore sont plus ou moins anxieuses parce que la pluie continue. Hein. Je venais tout à l'heure, on a vu encore des gouttes qui tombaient. C'est ça. Si éventuellement il y avait des dispositions à prendre par ces populations. C'est ça, et je crois qu'on va terminer l'entretien sur ce point. Alors, justement, ça s'est produit, peut-être que le colonel n'a pas forcément les circonstances de comment ça s'est produit, mais aujourd'hui, ce que les Ivoiriens souhaitent savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a comme disposition à prendre, est-ce qu'il faut faire attention Les gestes de sécurité. Les gestes de sécurité, Oui. et aussi est-ce qu'il y a des numéros. Je comprends, Élisée, c'est un fait limité dans l'investigation. On aura certainement d'autres occasions d'avoir des réponses à cette question, mais c'est surtout, aujourd'hui, l'ONPC prend des dispositions. Est-ce qu'il y a une brigade, il y a des dispositions spéciales qui sont prises pour que dans cette période-là, nous ne puissions pas, ou en tout cas, lorsque cette situation se présente, qu'on puisse avoir la réaction qui va avec, mon colonel. Très bien. Et il s'agit de demander à nos populations de s'en tenir aux consignes qui leur sont données, notamment de libérer les zones à risque. Et une large communication a été faite là-dessus, en plus des différentes actions de terrain qui ont été menées, d'éviter ces zones à risque-là, et surtout dans cette période de pic des pluies, d'éviter tout déplacement non vital, surtout quand la pluie a commencé à tomber et qu'elle est très abondante. Tout déplacement non vital. Ensuite, on voudrait insister sur la surveillance et l'attention portée aux enfants, qui sont malheureusement les premières victimes de ces inondations. Parmi les 6 victimes, on a eu 4 Oui, enfants. parmi les 6 4 victimes, enfants, il y a 4 enfants. Insister sur ce volet particulier pour que les parents gardent un œil vraiment vigilant quant à la position des enfants quand ces événements-là se passent, et plus loin, au-delà des enfants, sur l'ensemble des membres de la famille ou des proches quand ces événements-là arrivent. Au sujet des déplacements, nous voulons le rappeler encore, la voiture n'est pas un abri. La voiture n'est pas un abri. Quand il y a une montée... On a vu des personnes qui, avec la montée des eaux, se sont en sécurité, ou ont senti le besoin de continuer le déplacement, alors que ce n'est pas forcément... Voilà. Éviter de braver, en fait, les eaux, parce que la force des eaux est terrible. Et quand les eaux s'écoulent comme ça, elles charrient beaucoup de choses. C'est des morceaux de tôle, c'est des morceaux de bois, c'est des objets contondants qui peuvent à tout moment créer le suraccident. Quand il y a une montée des eaux, sortir de son véhicule, s'abriter, attendre que l'eau descende pour faire les courses qu'on a à faire. Et quand certaines sorties, je le répète, ne sont pas vitales, éviter de s'exposer, parce que généralement, le cadre, quand il sort de chez lui, il passe au garage, la pluie ne le touche pas, mais une fois sur la route, c'est une autre réalité. Voilà. Quand, avec la journée qu'on a connue comme celle-ci, celle d'aujourd'hui, on signale une montée des eaux. Si le risque de la montée des eaux est avéré, il faut éviter les déplacements qui sont Il y a des numéros verts, mon colonel. Il y a des numéros qu'on peut joindre en cas de difficulté, en cas de le 180, voilà, qui permet de répartir l'ensemble des... Sur lesquels aussi il faut sensibiliser les populations, il ne faut pas jouer avec. Voilà. Il ne faut pas jouer avec ce numéro, il ne faut pas encombrer inutilement la ligne des secours. Et également quelques numéros de l'Office national de la protection civile qui sont communiqués à travers les flyers que nous faisons. Est-ce qu'on peut dire que la Sodexam, dans son rôle d'alerte, joue bien ce rôle? Parce que finalement, toutes ces prévisions se sont réalisées, la Sodexam. Nous disposons de services vraiment outillés pour faire des prévisions exactes et qui nous accompagnent dans la partie prévention et prévision, d'où à partir de l'exploitation des bulletins qu'ils font ou bien des informations qu'ils nous donnent, nous pouvons mettre en alerte les unités opérationnelles et leur permettre d'intervenir beaucoup plus rapidement et efficacement auprès des populations.
Très bien, colonel. Je rappelle donc que vous êtes directeur des opérations donc, des secours à l'ONPC, l'Office national de la protection civile. Quand il y a le tonnerre, comme il y en a eu hier, il faut éviter de toucher tout ce qui est électronique et tout ça, parce que j'ai vu des gens qui étaient sur leur téléphone. À ce propos, mon colonel, un petit conseil. Les téléphones, je crois qu'ils sont entourés d'une certaine protection qui permettent encore de les utiliser. Mais en ce qui concerne les ouvrages électriques, ce genre de choses, et ça me permet de rebondir sur le fait de s'abriter sous des arbres, parce que malheureusement, ça reste un peu comme un réflexe. C'est un réflexe qu'il faut vraiment enlever de nos habitudes pour nous permettre de nous réfugier dans les abris sûrs. Et je voudrais vraiment demander à l'ensemble de nos populations, à l'ensemble des usagers, de faire en sorte que nos maisons et nos zones d'habitation ou de vie soient des abris et non des pièges pendant cette période de pluie. Merci, mon colonel. Je rappelle, donc, je disais, vous êtes colonel Marius Fiéo, directeur des opérations de secours à l'Office national de la protection civile. Merci d'avoir été en notre compagnie. Merci d'avoir accepté d'être présent sur ce plateau-là. Donc, pour nous rappeler ces consignes, pour nous rappeler que vous veillez sur notre sécurité et que nous-mêmes, par un niveau de responsabilité, nous devons déjà faire attention aux actes que nous posons, aux gestes que nous posons dans cette période-là. Merci beaucoup, mon colonel. Ce sera tout pour notre petit débat. On va tout de suite enchaîner sur notre levier entendu ou marquer une pause. Yann, vous me direz, notre levier entendu. Vous restez avec nous, mon colonel. C'est vrai que c'est un autre sujet. Mais notre levier entendu ce soir nous vient du quotidien Le Bélier, qui titre à sa une du jour « Contraint à l'exil, condamné par la justice, les dernières consignes de Soro à ses partisans ». Élisée Bologbeu, vous avez parcouru ces consignes de Guillaume Soro. Non, je n'ai pas vraiment parcouru, j'ai juste lu comme ça, et c'est différentes consignes, comme vous l'avez si bien mentionné. Mais consignes, est-ce que c'est vraiment des consignes? Juste qu'il a dit qu'il est, comme l'indique le journal, hein, qu'il est, disons, serein et qu'il est en bonne santé, qu'il est dans de bonnes conditions. Notamment qu'il n'y a pas entre griffes, de péril à la demeure, qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, vraiment que tout se passe assez bien. Donc je crois que c'est une remobilisation des troupes parce que depuis un certain moment quand même on a senti un certain silence et tout le monde avait commencé, ou du moins les partisans avaient commencé à certainement s'orienter ailleurs, là où il y avait l'actualité, parce qu'on sentait un véritable vide, on se disait est-ce que le combat continuait encore, est-ce que c'était d'actualité? Et je crois que c'est en regardant tout ça que M. Guillaume Soro a jugé utile certainement de faire une sortie. Cette sortie-là, question de remobiliser un peu les troupes. Et puis il dit qu'il est là, quoi, voilà, qu'on ne l'oublie pas aussi. Franck Etienne, on a vu un Soro Guillaume qui évoque également des questions politiques, qui parlent de la vie, la cherté de la vie. Là, il y a une petite action, il y a une petite démarche politique quand même, en plus de remobiliser. Mais comme Élisée le dit, hein, c'est-à-dire que Guillaume Soro, c'est vrai, il faut bien situer quand même cette déclaration dans son cadre. Hein, c'est-à-dire que le GPS a 3 ans bientôt. Et selon les tests du GPS, toutes les instances ont été élues pour 3 ans. Et donc lui-même, Guillaume Soro, son mandat finit à la tête du GPS à partir du 26 juillet 2022, son mandat de 3 ans. Donc ils annoncent un congrès, comment on appelle ça, le 30 juillet. Alors, la vraie question, où? Alors, comment? Où? Et ça se fera par vidéoconférence quand on a écouté les uns et les autres, ça se fera par vidéoconférence. Et comme Élisée le disait, vous savez, l'actualité politique est un peu animée ces derniers jours. Le PDCI qui est sorti donc, avec l'appel à candidature, le RHDP après l'élection de M. Bictogo, donc, qui est en train de remobiliser et réorganiser son appareil. Le PPACI aussi qui a rencontré récemment le ministre de l'Intérieur. Même le COGEP qui s'apprête à... Voilà, même le COGEP qui s'apprête donc. Guillaume Soro, dans son coin, s'est dit, bon, écoute, il ne faut pas être en marge donc, de cette, je veux dire, de ce nouveau mouvement-là. Mais le petit bémol, sont les éléments de langage qu'il a utilisés. C'est vrai qu'après avoir surfé donc, sur les difficultés des Ivoiriens, comme la cherté de la vie, tout ça, quand on regarde le champ lexical utilisé, on n'a pas l'impression
qu'entre lui donc, et ses mentors d'hier et son mentor principal, Alassane Ouattara, son mentor d'hier, on n'a pas l'impression qu'il y a un pont qui est en train de s'établir. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut imaginer qu'il y a un deal, parce que les militants du PPACI soutiennent qu'il aurait un deal entre Blé Goudé donc, et le pouvoir en place. Mais avec Guillaume Soro, quand on écoute les éléments de langage qu'il utilise, il utilise par exemple les morceaux choisis. Vous avez la brimade, vous avez le tyran pour qualifier Alassane Ouattara, vous avez la dictature pour qualifier le pouvoir. C'est vrai qu'il ne le dit pas, je veux dire, il ne dit pas son nom directement, mais à lire le discours, on l'entend et on le sent très bien. Ça veut dire qu'il n'y a aucun pont entre le GPS aujourd'hui et le RHDP. Et c'est ça qu'il faut craindre, c'est ça qui est, je veux dire, qui est dommage finalement, parce que les Ivoiriens ont bien envie de voir tous ces leaders-là se retrouver pour faire la politique, je veux dire, de façon très tranquille, quoi. Et puis c'est l'un des derniers, il y en a d'autres, mais l'un des derniers de cette sphère politique entre Charles Blé Goudé ou le président Laurent Gbagbo, qui n'est pas encore de retour en Côte d'Ivoire, donc qui est en exil. Ouais. Et parlant de remobilisation des troupes, il y a eu beaucoup de défections aussi au sein du GPS. Et c'est normal, je pense, pour lui de pouvoir maintenir cette flamme, maintenir cette mobilisation au sein de son mouvement politique, même si ce mouvement politique a été dissous par les autorités, officiellement par les autorités ivoiriennes. Mais il était important pour lui de les remobiliser. Maintenant, parlons de pont. C'est vrai qu'il n'y en a pas. Et je pense qu'Alain Lobognon, l'ex-député, avait voulu en tout cas engager ce lien, créer ce pont. Mais bon, finalement, la plupart de ces militants, en tout cas partisans, ne sont pas prêts à ce que... on va dire encore que les éléments de ce pont ne sont pas encore visibles. Peut-être qu'ils sont en train de construire. C'est même pas encore. C'est même pas prévu. Très bien. Ouais. En tout cas, on va retenir des propos de Guillaume Soro. Donc, en tout cas, moi, avec une note d'optimisme on espère que le dialogue pourra se faire finalement. Franck de son inquiétude. Guillaume Soro dit, ensemble, n'en doutez jamais, nous réussirons à bâtir une nation solide, un État démocratique et social, libre, prospère, qui s'attache à réduire la pauvreté. Ça nous intéresse. Un nous très exclusif. Voilà. Merci beaucoup. On marque une pause avant de recevoir notre prochain invité. Et surtout, on va vous le rappeler, nous sommes le 21 juin, c'est la fête de la musique. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk. Nous allons à présent parler de musique, déjà avec notre invité. C'est un vrai bonheur de le recevoir, Monsieur Alain Taï. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, ça va très bien, merci. Merci d'être présent sur notre plateau. Et nous ne pouvions pas vous accueillir sur ce plateau sans vous proposer à vous et à nos téléspectateurs un air de musique. Nous sommes le 21 juin et justement, l'ensemble vocal de l'INSAC est présent à cette émission. On va les écouter. Oui, je reconnais le professeur Nguessan Jean-Claude. Oui. Qui est un maître. Merci professeur, à tous. Le travail de mes générations, ratata, le travail de mes générations, ratata, le travail de mes générations. Le travail de mes générations, construire ma Côte d'Ivoire, qui paraîtra devant les nations, dans tout l'éclat de sa gloire.
le travail de mes générations, le travail de mes générations, le travail de mes générations construira ma Côte d'Ivoire et paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée, puisque bras et fiers, nos aïeux sont morts pour la défendre, et moi je vivrai pour l'aimer. Telle est son unique destinée, puisque bras et fiers, nos aïeux sont morts pour la défendre, et moi je vivrai pour l'aimer. Waouh. Alors, nous sommes bercés par les mélodies, par les voix de cette magnifique formation donc, qui nous vient de l'INSAC, l'ensemble vocal de l'INSAC. Ça vous a fait plaisir, hein, donc, Oui, et surtout plaisir de réentendre ce chant patriotique qui a été écrit par le professeur Assemien Aouroupol. Voilà, le travail de 1000 générations. Très bien. Aujourd'hui, c'est une vraie bibliothèque. On a une vraie bibliothèque à nos côtés. Docteur Alain Taï, première question. Aujourd'hui, nous célébrons donc la 30e édition de la fête de la musique. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, comment se porte la musique ivoirienne? La fête de la musique a été instituée en 1981 par le ministre Jacques Lang, le ministre français Jacques Lang. Exactement. Il faut le préciser. Exactement. Comment se porte la musique ivoirienne aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une musique ivoirienne? Je pense qu'elle se porte très mal. Ah, Elle se porte très mal. L'arbre ne doit pas cacher la forêt. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de musiciens qui sont représentatifs de la musique ivoirienne à l'international. Je vais citer Alpha Blondy, Tikenja Fakoli, Manu Gallo, Dobé Niaoré, Magic System et Maretela, hélas. Ce sont eux qui représentent notre musique dans le monde entier, sur toutes les grandes scènes, des festivals, des scènes nationales. Et puis après ça, vous avez une autre vague d'artistes qu'on va dire africains, voilà, des Ivoiriens africains, donc qui évoluent en général pour la diaspora, voilà, la diaspora ivoirienne en Europe ou dans les capitales africaines. vous situez où Tikenja Fakoli dans cette classification? Tikenja, actuellement, il est en tournée en France et son calendrier de tournée est bouclé jusqu'à septembre. Ce sont des festivals essentiellement, puisque c'est l'été là-bas. Donc Tiken tourne depuis le mois de mai, littéralement. Très bien. Voilà. Moi, j'ai une question vraiment qui me taronne l'esprit Oui. depuis. Parce que j'avais écouté dans le temps Frédéric Ehubewe qui parlait donc de la musique ivoirienne. Et puis on lui avait posé une question, il avait dit qu'il était le meilleur musicien ivoirien. Et puis quelqu'un lui a demandé, mais où classer Alpha Blondy? Et puis il avait posé la question à l'animateur pour lui demander, mais est-ce que Alpha Blondy faisait de la musique ivoirienne? Donc moi aujourd'hui, j'ai en face de moi donc Dr Alain Taï. Je vais demander, est-ce qu'il existe une musique ivoirienne? Je ne parle pas des chanteurs ivoiriens, mais est-ce qu'il existe une musique ivoirienne? Oui, il existe une musique ivoirienne. Si on prend le zouglou, le zouglou dans son essence est une musique de brassage, une musique composite qui fait se rencontrer plusieurs musiques traditionnelles de Côte d'Ivoire, la loukou des Bété, le palongo des Koulango, le Youssoumba La côtière de la côtière, des Avikam, comment je vais dire ça, le Goumbé. Le Goumbé, quand vous écoutez bien une percussion de Woyo, c'est du Goumbé, mais ralenti. Donc, la base rythmique du Zouglou a été alimentée par ces différentes musiques-là. Les techniques de chant sont essentiellement des techniques venues du pays Bété ou du pays Oué, mais qui ont été adaptées aux Français. Voilà, c'est pour cela que le Zouglou qui sort du Woyo a irrigué tous les lycées et collèges pendant près de 30 ans. Nous avons été bercés par cette musique, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous nous reconnaissons
à travers cette musique qui a subi un certain nombre de mutations. Donc on peut dire qu'elle porte la marque de l'identité ivoirienne parce qu'elle puise dans le terroir pour ensuite se moderniser. Et le coupé décalé? Le coupé décalé est dans une démarche semblable, puisque le coupé décalé a pour base rythmique, disons-le, le soukous et les atalakou qui sont du Congo. Ça aussi, c'est un autre pan de notre histoire musicale. Nous avons été pendant longtemps influencés par la musique zaïro-congolaise. Tous nos anciens, les Amédée Pierre, Yapi Jazz, Anoma Brou Félix, faisaient de la rumba, chantés en langue ethnique ivoirienne. Mais ils faisaient essentiellement de la rumba. Donc cette musique a été digérée par nos jeunes, et puis avec des arguments qu'ils avaient eux-mêmes, puisqu'ils étaient pour la plupart des DJ, ils ont transformé cette musique qui est venue du On se Congo souvient bien encore que pour la certaines mettre à la musiques sauce avaient des ivoirienne. samples, il y avait des samples justement Bien sûr. d'anciennes chansons qui étaient... Bien sûr. Vous retrouvez même dans le coupé décalé des relents de hip-hop, puisqu'on a une culture hip-hop très, très, très avancée en Côte d'Ivoire. Et parlons de hip-hop et la scène actuelle du rap ivoire. Vous dites que la musique ivoirienne va mal en ce moment. On voit beaucoup de dynamisme sur cette scène rap ivoire. Quel est votre regard là-dessus? Oui, j'ai dit qu'elle va mal par rapport à l'audience internationale. Sinon, En local? il y a des choses qui se font, qui sont intéressantes. Je pense que les jeunes Ivoiriens sont très créatifs. Il y a un bouillonnement. Ils font des choses, mais quand vous regardez dans les charts, les classements des 20 meilleurs artistes africains, Ils ne s'exportent pas. il n'y a quasiment pas d'Ivoiriens. Mais est-ce que ça Ce sont des Tanzaniens, des Mozambicains, des Nigérians et des Africains du Sud. Mais est-ce que ça n'a pas quelque chose à voir avec le management? C'est un ensemble de choses qui font que la musique ne fonctionne pas en Côte d'Ivoire. D'abord, l'industrie musicale a été totalement démantelée. Toutes les maisons de production et de distribution ont littéralement disparu depuis les années 2000. Elles ont mis la clé sous le paillasson. La Côte d'Ivoire n'a pas fait sa transition numérique, alors qu'aujourd'hui, nous sommes au stade de l'économie numérique culturelle. De l'industrie du stream. Absolument. Donc la Côte d'Ivoire n'a pas fait sa mutation digitale et nous payons le prix fort. Élisée? D'accord, moi, docteur, tout à l'heure, vous disiez que la musique ivoirienne se porte mal et on voit que les arguments que vous avancez pour justifier cela, c'est le fait qu'il n'y a pas ce rayonnement international, ou du moins l'audience au niveau international. Mais si je veux vous suivre, je pourrais dire qu'il y a plusieurs pays en Afrique où la musique se porte très mal. Même les Nigériens que vous citez, on peut compter ceux qui aujourd'hui au niveau mondial, vraiment ce rayonnement qu'il faut, on peut aussi y compter. Même en Tanzanie, d'où vous parlez, à part Place Nuzu, je ne sais pas quoi, lui et quelques deux, trois autres, Platinum, bon voilà, comme on le dit, lui ou deux autres ou trois autres, on peut en compter. Est-ce que vous pensez que c'est objectif de justifier ou de dire que la musique ivoirienne se porte mal juste en vous focalisant sur la question du rayonnement international? C'est un premier argument. Ok. Il y a toute une chaîne qui permet donc d'établir le diagnostic de la musique ivoirienne. Ok. Le professeur Nguessan, que vous avez écouté tout à l'heure, vous dira que l'essentiel de la musique, on va dire, que l'on consomme dans les maquis, dans les bars, ne sort pas de son institution. Les musiciens qui sont formés par l'INSAC, ce n'est pas eux qu'on voit sur les scènes, ce n'est pas eux qu'on voit dans les clips, ce n'est pas eux qu'on voit dans les télés. Ça veut dire donc qu'il y a un problème de formation déjà à la base. Il y a un problème de formation déjà à la base. Parce que pour s'inviter, comme Dobé Yanré l'a fait à l'Opéra de Vienne pour jouer avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne, il faut avoir une formation musicale solide. D'accord? Ouais. Mais ça, ceux qui peuvent le faire en Côte d'Ivoire, on les compte sur les doigts. Pour pouvoir jouer avec Manu Dibango, comme l'a fait Manu Gallo, il faut être passé à Ouya, il faut être passé dans une institution comme le Village Kiyi. Mais il y a combien d'artistes qui sont passés dans ces institutions de formation? Mais docteur, est-ce que ce genre de musique, de recherche, qui est assez, je vais dire, assez raffiné, est-ce que vous pensez que ça, les Ivoiriens, ils en consomment? Est-ce que vous pensez... bien sûr, bien sûr. Mais après, il faut qu'on se situe dans le classement pour dire, bon, alors, aujourd'hui, sur la base de quoi on peut estimer aujourd'hui qu'une musique connaît le positionnement international, la tête qu'il faut? Donc, il y a des classements. C'est des charts et des billboards aujourd'hui qui font le classement des meilleurs artistes au monde. Bon, à côté de ça, il y a la consommation. Ça, c'est un autre débat. Ouais. La consommation de cette musique en Côte d'Ivoire.
local, au niveau local, on pourra en parler. Mais pour l'instant, il faut reconnaître qu'ils ne sont pas nombreux, ces artistes ivoiriens, qui arrivent à se positionner dans le classement. Autant ça se fait pour la Banque mondiale, mais dans le classement, par exemple, des meilleures musiques au monde, cette musique, les artistes ivoiriens n'ont pas toujours le meilleur positionnement dans ce classement. C'est clair. Est-ce qu'il y a des références en la matière? Non, je veux savoir, est-ce qu'il y a des références? Par exemple, sur le plan économique, on peut citer des exemples comme Doing Business, comme Mo Ibrahim, tout ça. Est-ce qu'en musique, il y a des références? C'est-à-dire des références de classement. Oui, non, il y a une diversité. Oui. Il y a une diversité de classements. Les inrecuptibles, c'est ça, hein, ça doit être ça. Les victoires de la musique, les Grammy Awards, tout ça, c'est des dispositifs qui permettent d'évaluer les musiciens chaque année. Voilà, Angélique Kidjo, la béninoise, vient d'obtenir son 5e Grammy. Docteur. Voilà, ça c'est des indicateurs d'une artiste qui marche aussi bien chez elle, parce qu'elle produit localement, mais elle produit aussi pour l'inter. Quelles sont les solutions que vous proposez? Bon, on va revenir aux solutions tout à l'heure, madame. On va revenir aux solutions. Docteur, moi j'ai vraiment envie en fait, de comprendre encore davantage. Oui, voilà, sur la question. Voici un artiste qui, quand je l'écoute encore aujourd'hui, je me pose la question comment il a pu imaginer ces sonorités qu'il avait, Ernesto Didier. Oui. Je peux prendre par exemple, comme vous l'avez cité, le doyen Amédée Pierre, paix à son âme, tout ce staff-là. Mais c'est des gens qui, quand même, au niveau international, c'est-à-dire aux États-Unis, en Europe et tout ça, n'avaient forcément pas le rayonnement dont vous parlez. Mais on disait quand même qu'ils étaient de très bons musiciens en Côte d'Ivoire, c'était quand même des références. Absolument. Mais Ernesto Didier, ce n'est pas le bon exemple, parce que Ernesto Didier avait commencé un travail, une amorce de décollage. Ernesto Didier, je vous informe, qui avait les Iglibiciens du Zaïre. En imitation donc d'Ernesto Didier au Cameroun. Bon, ça restait quand même toujours aux Zaïre en fait. Oui, mais c'est pour dire que la toile du Ziglibiti commençait à s'étendre en Afrique. Au Cameroun, Ernesto Didier était une vedette incontestée, alors que le Makossa camerounais faisait fureur à l'époque. Mais pourquoi Ernesto a réussi cela? C'est parce que d'abord lui-même, il a été très bien formé par un grand maître, Amédée Pierre. Ensuite, Ernesto, c'est un génie qui a su faire qui a su amalgamer plusieurs esthétiques. D'abord cette danse typique qu'il a développée. Et puis au niveau rythmique, il a transformé un rythme traditionnel de Taïragué, son village natal, qu'il a porté sur la scène musicale. Mais en puisant intelligemment, ces lignes de basse étaient pratiquement du Makossa. On sait que Michel Alibo, qui est un grand bassiste camerounais, a été pendant longtemps bassiste de Ernesto Didier. Voilà. Exactement. Il avait à la batterie, en plus de Diabostek, Paco Seri, qui est l'un des plus grands batteurs au monde. Donc une section rythmique qui en jetait et qui a fait que la musique d'Ernesto Didier, même si vous l'écoutez aujourd'hui, c'est une musique intemporelle qui continue de plaire. Parce qu'elle ne souffrait d'aucune faiblesse au niveau de l'élaboration. Exactement. On aura l'occasion de parler musique. On parle musique aujourd'hui. Avec vous, on a beaucoup de plaisir à vous écouter. On marque une courte pause. On se retrouve juste derrière pour la suite de notre entretien. Et justement, on parlera de solutions tout à l'heure. Nous sommes le 21 juin, c'est la fête de la musique. Nous parlons musique avec notre invité, le docteur Alain Tailly, l'homme aux multiples talents, comme on le surnomme. En tout cas, c'est un vrai bonheur de vous avoir. On parle de musique, on parle d'Iglibiti. Certains disent les jeunes, les vieux avec leur discours. Mais il faut comprendre. Je le lis. Cédric Cabot, hein, c'est sur nos pages des réseaux sociaux, il dit les vieux avec leur discours. Mais il faut qu'on parle. Justement, est-ce que cette musique-là, vous en parliez, souffre de ce vrai problème de formation? Parce qu'aujourd'hui, la toile c'est un peu moqué de certains artistes ici parce qu'on estimait que ces artistes n'avaient pas des qualités de chanteuse ou est-ce qu'il y a un vrai problème de formation? C'est clair. Chanteur, pour pas dire que je parle de quelqu'un. Il y a un problème de formation, c'est clair. Les années 60 jusqu'à 90, il y avait des institutions de formation, peut-être informelles, mais qui étaient là. L'ORTI. Houphouët-Boigny a déplacé un monsieur comme Manu Dibango pour qu'il forme les musiciens et les chanteurs ivoiriens. Ce pendant près de 10 ans. Il avait pratiquement rang de ministre et il était là essentiellement pour cela. Il y a quelqu'un comme Robert Arnaud. Oui. Robert Arnaud, qui était le chef d'orchestre de la gendarmerie nationale, où il y avait le père de Marcelin Yassé, tonton Cyril Yassé, qui aussi a formé. Le GATL, l'orchestre de la marine, d'où sont sortis les Paco, les Tchoukenpa, tout ça, ont formé
Donc il y avait des institutions de formation. C'est pour cela qu'à cette époque-là, il y avait une certaine vitalité, une certaine qualité. Après, ces institutions ont littéralement disparu ou bien ont muté. Et les artistes qui ont émergé le sont devenus par leurs propres moyens, par l'auto-formation. Évidemment, avec des arguments musicalement qui sont faibles. Mais docteur, Voilà, qui peuvent plaire au plan local, parce qu'on retrouve des schémas d'arrangement et puis des formules de gimmick qui nous font plaisir en tant qu'Ivoiriens, qui blessent notre ego. Mais quand on sort de nos frontières et peut-être des pays que nous avons littéralement soumis à notre musique, le Burkina Faso, le Bénin, après, on va plus loin. Mais docteur, est-ce qu'on peut dire que vous êtes nostalgique d'une époque? C'est vrai que vous êtes un puriste. Oui. Vous vous adressez à un public de puristes. Oui. Moi, j'adore le jazz, par exemple. Je ne suis pas sensible au coupé décalé, ni au zouglou. On pourra me juger. Hein. Mais on est face à une génération qu'on appelle la génération Y, donc celle qui est née après les années 80. Il y a une génération qui suit aussi, la génération Z, qui est née dans les années 2000, qui est biberonnée à l'Internet, donc au streaming, qui n'a pas connu cette époque, mais qui est grande consommatrice de musique à l'heure actuelle et qui fait vivre les maisons de disques, on va dire les grandes maisons de disques qui sont installées dans nos différents pays. Est-ce que vous n'êtes pas figé dans une époque, sachant qu'il y a des arrangeurs talentueux en ce moment, qui ne sont peut-être pas, qui n'ont pas fait l'INSAC, qui n'ont pas fait les grandes écoles que vous citez. Je veux surprendre des dites brou. Oui. Moi, je suis un amoureux de chewing-gum dans les reins, de Obams. Voilà. C'est bon à savoir. Voilà. Moi, ça, je l'écoute, et mes enfants en sont étonnés. Mais comment tu peux écouter cette musique? J'ai dit, mais oui, rein. Voilà. C'est pour vous dire que je suis très ouvert en matière de musique. Je suis l'un des soutiens les plus fervents du Zouglou, puisque le Zouglou est né quand nous on était étudiants à la cité de Yob. Donc on a accompagné ce mouvement avec Joe Christio Pokunti, commissaire Waka, au KwaZulu-Natal. Et je ne suis pas indifférent au coupé décalé, parce que en tant qu'homme de culture, j'ai analysé les ressorts de ce mouvement. J'ai vu comment DJ Charlie, à l'image, et Aladji Toutounian ont commencé les frémissements du coupé décalé. Donc je sais d'où c'est parti et comment ça a évolué dans le temps. Et je ne peux pas blâmer cette musique. Mais je dis simplement il y a le mais qu'elle a donné en efficacité ce qu'elle a perdu en qualité. En qualité dans les formules d'arrangement, dans l'enracinement culturel. Mais docteur, comment vous expliquez aujourd'hui qu'un institut comme l'INSAC, qui a toujours cette qualité en termes de formation, parce que quand même on y passe de temps en temps, on voit ceux qui en sortent, ait du mal, je dirais, à mettre sur le marché les produits qu'il a élaborés en fait. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure que ceux qu'on voit émerger, ceux qu'on voit briller, ne sont forcément pas des gens qui sont passés à l'INSAC. Alors qu'à l'INSAC, on sait qu'il y a même une formation assidue. Qu'est-ce qui explique que cela n'arrive pas effectivement à concurrencer ces gens-là et aller au-delà? Est-ce que c'est pas parce que cette musique de l'INSAC elle est trop... Ah, c'est pas sa vocation. Parce que nous on se disait, la vocation de l'INSAC, c'est de former des enseignants en musique. Ah d'accord. Voilà, parce que quand on forme les musiciens à l'École nationale de musique, de théâtre et de danse, ils vont après au CFPAC pour avoir une formation en matière de pédagogie et ils sont déversés dans les lycées et collèges de Côte d'Ivoire pour enseigner le solfège aux enfants. Voilà. Donc ceux qui échappent à ce système, comme Marcelin Yassé, comme Adolphe Yassé, comme Baby Philippe, on les compte sur le bout des doigts. Donc l'institution ne s'est pas armée pour produire des musiciens de race qui influencent le jeu musical en Côte d'Ivoire. Mais en vous entendant au départ, on a senti exactement que la politique entrait, je veux dire, dans le jeu, parce que vous avez cité Oufou Boigny, qui a fait venir un certain nombre de musiciens pour former les Ivoiriens. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne penserait pas à outiller l'INSAC, à réorienter, en tout cas à ouvrir un pan de son enseignement sur l'efficacité, faire en sorte que ceux qui en sortent deviennent vraiment des musiciens et qui prennent le... L'INSAC ou d'autres structures, attention. Il faut déjà que l'institution qui gère la culture en Côte d'Ivoire fasse le bilan de notre production musicale. Force et faiblesse, et puis qu'elle préconise de nouvelles solutions
pour sortir la musique ivoirienne de Et c'est là que l'ordinaire. je reprends le mot justement. la Docteur, solution. il faut Oui, qu'on aille sur les solutions. Voilà. Voilà. l'émission. C'est absolument. Quelques solutions. Comment on rend dynamique cette musique, comment on la ramène à la qualité, comment on fait vraiment pour être rayonnant et pour avoir de l'audience. D'abord la À formation. l'extérieur, oui. D'abord la formation. Si tous les musiciens et chanteurs ivoiriens ne rentrent pas à l'INSAC, on peut solliciter l'appui de cette institution ou d'autres experts. Il y a un aîné qui est un savant de la musique, Paul Wassaba, qui est là, qui n'est pas utilisé comme une ressource. Donc, autour de Paul Wassaba, d'Adolphe Yassé, de certains autres professionnels, on peut organiser des modules de formation à fort accent pratique pour renforcer les capacités des musiciens. Mais il faut les persuader aussi de venir aux formations parce que très souvent, ils réchignent à venir se former parce qu'il y a un parce que si problème moi je suis d'ego. DJ, que Les j'ai gens fait pensent deux que sons dans ils mon en maquis et que ils ça en passe, savent suffisamment c'est et qu'ils il y a n'ont pas pas de besoin raison d'être formés. Or, la formation, c'est la clé. Une fille comme Manu Gallo, elle est calée en basse parce qu'elle a été formée par un maître qui s'appelle Marcelin Yassé. Elle a côtoyé Red Lema. Elle a fait l'école de Were Were Liking. Donc quand elle sort, elle est passée par Zap Mama en Belgique. Donc elle a une étoffe. Et quand elle joue de la basse, elle sait ce qu'elle joue. Mais vous convenez avec moi que le parcours que Manu Gallo a, ça c'est un parcours atypique. Bon, je ne dirais pas atypique. Ça mais peut c'est devenir normal. C'est pas un parcours que tout le monde peut avoir. C'est-à-dire, je prends DJ congélateur. Vous savez- sur 10 musiciens, c'est pas évident Vous que savez- c'est ce parcours en fait. Des institutions comme le Village Kiyi, comme Woya, c'est exactement comme les académies de football, Ok. qui ont produit en série des artistes de grand talent. Aujourd'hui, les danseurs ivoiriens qui sont dans la diaspora sont sortis pratiquement de Kiyi ou de Edek Guirivois, de Mariam Guiro. C'est pour vous dire que quand on prend le temps de former les gens, effectivement, on les amène à vraiment Donc, développer il y a des gens, pleinement leur il y a des gens, capacité. docteur, qui marchent bien en ce moment, des artistes qui marchent bien en ce moment. Donc, certainement que pour les aider à demeurer, parce que être le meilleur, c'est bien, mais le rester, c'est encore mieux. Donc, pour rester justement et pour être meilleur, donc ces artistes ont besoin, si ce n'est pas le cas, de se rapprocher des institutions pour les former. On l'a bien noté. Merci. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a l'information. L'information culturelle, l'accès au marché, l'accès au festival, l'accès aux scènes nationales, l'accès, puisque c'est des circuits. Si vous n'avez pas de booker, si vous n'avez pas quelqu'un qui a un carnet d'adresses et qui est dans un réseau comme Michel Deboc, vous n'allez jamais sortir de Côte d'Ivoire, quel que soit votre talent. Voilà pourquoi je parlais du management. Il faut aussi. former les managers. Il faut former C'est des tout un managers ensemble, en fait. et former des diffuseurs. Donc des personnes qui travaillent avec les programmateurs, les tourneurs, et qui sont capables, à partir de leur catalogue artistique, de proposer un an à l'avance. Et pour proposer, Parce il faut qu'ils que- connaissent les schémas. Ils Pour savent que l'été 2023 se prépare maintenant. Et comme je disais, pour proposer, il faut que vous proposiez des produits de qualité. De qualité. C'est Voilà. pour ça qu'il faut former. Voilà. Il faut former pour mettre à niveau, savoir quelles sont les tendances. Vous voyez bien la musique malienne, comment elle décolle, comment elle marche. Mais il y a certainement des analyses à faire. Pourquoi cette musique-là marche et pas la nôtre? Pourquoi les musiques du Sahel marchent et pas celles des forêts? Il y a une réflexion, Il y a une réflexion à à avoir. avoir dessus. Merci docteur. En tout cas, c'est un vrai bonheur de vous avoir chaque jour sur le plateau. C'est ça. On en aura d'autres, des occasions de pouvoir partager votre immense savoir avec l'ensemble de nos téléspectateurs. Merci d'être venus. C'est la fête de la musique. Un message pour nos artistes? Mais le message, c'est un message d'encouragement. Moi, j'estime que les jeunes gens qui travaillent actuellement font de belles choses avec rien, voilà, sans accompagnement véritable. Ils ont du mérite parce qu'ils maintiennent le niveau et donc c'est des encouragements. Et puis maintenant, que chacun joue sa partition, que l'État organise le secteur, qu'il mette les moyens pour que le génie ivoirien se développe et s'exporte. J'ai joliment dit, chacun joue sa partition. Merci beaucoup, professeur. Je vais me déplacer pour rejoindre donc, nos amis de l'INSAC, ici, juste au niveau du clavier, parce que moi-même, grand joueur de clavier de mon état. De quelle école? Mais de l'INSAC, bien sûr. Merci beaucoup, Franck. Merci, vous m'aidez. Tu l'as sauvé. Sauvé par le... Par le gong. En tout cas, nous, on tenait à vous dire merci. Merci donc à cette formation musicale donc, de l'INSAC. Merci donc à votre directeur et toutes les équipes qui nous permettent donc de vous avoir ce soir sur le plateau. Bonne fête de la musique. On a été très heureux d'être en votre compagnie. C'est tout pour le Live Talk. Rendez-vous demain pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire. Et vive la musique.
Oh, c'était beau, c'est très très beau. Merci beaucoup à toutes les équipes techniques et éditoriales. Ce numéro et tous les autres du Live Talk sont réalisés par Eliane Lago, est assistée donc de toutes les équipes techniques. Bonne fête de la musique. Et on va dire bonne fête également à Mira qui nous regarde tous les soirs, à qui on dit également joyeuse fête de la musique. Merci à tous. Bon, ceci dit, il y a de la musique, il y a du show. On se dit au revoir en musique, vous voulez bien? Allez, c'est parti. À bientôt. Run.